Après l'écrasante défaite, Tokyo n'était qu'un champ de ruines. Toutefois, ces mêmes décombres étaient devenus le lieu où camelots et autres bonimenteurs déployaient tout leur talent, suivant à la lettre le précepte de Shinno, illustre patron des agriculteurs, qui enseigna à l'homme comment dresser des étals et commercer sur le bord des chemins. Les commerçants ayant tout perdu et les chômeurs qui faisaient des affaires sur les trottoirs étaient chaque jour plus nombreux. Les échoppes tenues par des ressortissants du pays vainqueur pullulaient, et les exactions violentes des bandes organisées de jeunes voyous allaient croissant. On comprendra donc pourquoi rixes et altercations étaient devenues monnaie courante. Tous ceux qui se rassemblaient dans ces lieux, renouant avec leur nature, se muaient en vagabonds aux poches vides, s'égosillant à faire l'article jour après jour, versant sueur et sang. De ce chaos émergea une légende, celle des écumeurs de Gargotte. What are you doing? Un bol de clair de lune sarrasin pour les nouilles. Est-ce que vous pourriez mettre l'œuf d'abord? Et maintenant, versez le bouillon. Superbe paysage. Connerie. C'est rien qu'un bol de nouilles. Pfff. Kiichi Inukai est une des plus grandes sommités de la recherche sur le monde de la restauration rapide. Dans son ouvrage intitulé « Généalogie des lignes discontinues », il propose une étude du cas de Ginji Goblalune. D'après Inukai, le prêche de Ginji Goblalune constitue le cœur de ces escroqueries et peut en substance définir ce personnage. Voyons maintenant de quoi retourne ce prêche. Cette analyse est le fruit d'une étude de terrain qui ne démontre pas seulement l'ardeur et la témérité de l'ethnologue hétérodoxe qu'est Kiichi Inukai, mais qui fournit aussi et surtout des résultats inestimables. L'étude de ce prêche met tout simplement en lumière le noyau dur à l'origine de ce qu'on appelle les escroqueries des écumeurs de Gargotte. Connerie. C'est rien qu'un bol de nouilles. En effet, il s'agit bien d'un simple bol de nouilles. Notons en outre que ces mots sortent de la bouche de celui-là même qui les a cuisinés.
Comment Ginji va-t-il pouvoir retourner cette situation désespérée à son avantage et réussir son escroquerie? Chez les vendeurs de nouilles, mais c'est également valable chez tous les restaurateurs, le moment qui précède la fermeture est particulier. C'est celui où l'on s'apprête à faire le ménage et à se lancer dans les préparatifs du service du lendemain. Le patron cesse alors tout dialogue avec les clients et s'enferme dans un soliloque. Dans une telle situation, n'importe qui passerait par cette phase solitaire d'introspection nocturne, qu'on pourrait également qualifier de sas de retour à la vie privée. Un client arrivant à ce moment précis de l'activité d'un restaurant est très susceptible de générer chez le patron l'insistante impression d'être un intrus, au sens ethnologique du terme. La tactique de Ginji visait à faire tomber sa victime dans un piège d'ordre psychologique. Il commençait par surmonter l'obstacle que constitue la personnalité de façade dont s'affuble un patron pour les besoins de son commerce. Il se mettait ensuite en scène de telle manière qu'il parut plus imposant qu'il n'était en réalité. Bien évidemment, la stratégie ne se résume pas à ces deux aspects. Pour un vendeur de nouilles, ne pas s'activer au fourneau est la plus grande infamie qui soit. Ainsi, la façon de servir un client à l'approche de la fermeture reflète l'orientation commerciale d'une entreprise et l'état d'esprit de son patron. Ce moment résume à lui seul la philosophie d'un vendeur de nouilles. Il est hautement improbable que Ginji, qui avait passé la porte de cette échoppe à ce moment précis de la journée, ignorât une telle chose. Un autre élément doit être mentionné à ce stade. Il est communément admis que le bol de nouilles de sarrasin est un plat devenu populaire par excellence à l'époque d'Edo, entre le XVIIe et le XIXe siècle. Son enracinement dans les habitudes culinaires est un phénomène inextricablement lié au temple bouddhique, où un sens profond était attaché à la dégustation de ce plat. On le savourait en effet dans des temples perdus dans les montagnes, face au pain noyé dans la brume. Autrement dit, il s'agissait de le déguster comme on contemple un tableau. Énoncé dans le contexte du marché noir qui avait érigé le désir en dogme, cet enseignement ne s'est sans doute vu accorder aucun crédit à l'époque. Mais Ginji, lui, avait pris cet obstacle à bras-le-corps. Dans ce monde où tout n'était que produit de substitution à la composition douteuse, il était en quête d'un paysage qui aurait pu surgir de cet amas d'ersatz variés. C'est des conneries! C'est rien qu'un bol de nouilles à la fin! Certes, il ne s'agit que d'un bol de nouilles. Ginji lui-même aurait pu marmonner ses propos. Il aurait également pu ajouter, et il s'agit là d'une chose que l'on n'aurait aucun mal à qualifier de supposition tout à fait plausible, « C'est rien qu'un bol de nouilles, et en plus préparé à partir d'ingrédients douteux. Non, en fait, ce bol de nouilles, c'est la définition même de l'ersatz. Malgré tout, aurait pu poursuivre Ginji, ça donne un joli paysage, vous ne trouvez pas ?» Ce à quoi le patron aurait pu répondre par un « peut-être bien », comme pour éluder la question, ou tout simplement par un grognement. Quoi qu'il en soit, cette réponse importe peu ici. Ce qui importe, c'est que Ginji saccagea l'admirable paysage contenu dans ce bol de nouilles en l'engloutissant jusqu'à la dernière goutte de bouillon. Quel qu'il soit, un paysage ne brille de tout son éclat et sa splendeur qu'à l'instant où il va disparaître. C'est à ce moment qu'il se grave dans l'esprit de celui qui l'a contemplé. Par la suite, seul le pouvoir contenu dans les mots est à même de consolider ce souvenir, en lui donnant parfois même un éclat supérieur à celui de la scène qui a effectivement été contemplée. Authentiques ou douteuses, des nouilles de sarrasin une fois englouties finissent toujours dans la même rivière. Qu'elle souffle sur des feuilles mortes de ginkgo ou sur une merde de chien, la bise mugit avec la même rage. Essayez de vous opposer au courant qui entraîne toute chose en ce monde. Si vous arrivez à vous en extraire, peut-être votre route vous mènera-t-elle jusqu'au havre idéal d'une mer printanière où un accueil chaleureux vous sera réservé. Si vous échouez, vous sombrerez une nouvelle fois avec ce pays. Seule la conscience qu'a un vendeur de nouilles de son statut peut développer son commerce. Est, ouest, le vent souffle tristement, les ténèbres se répandent. Mais quelqu'un crie alors au sud et lance son cheval au galop sur les lignes ennemies. En ingérant ce paysage, Ginji avait gardé par-devers lui la puissance sans limite des mots décrivant le paysage qu'il avait lui-même créé. Cette technique n'est pas sans présenter des similitudes avec celle des bonimenteurs ou des vendeurs à la sauvette, certes. Toutefois, Ginji l'avait personnalisée. En faisant disparaître sous les yeux de sa victime l'image que ses paroles évoquaient, il donnait d'autant plus de force à son prêche. Et dès lors que sa victime y a été happée, il ne peut apparaître que comme lumineux et authentique. Il devient alors imprégné d'une logique irréfragable.
Quel que soit le regard qu'on porte sur cette conclusion, le simple fait de chercher à la remettre en cause ne fait qu'accentuer sa pertinence, lui conférant ainsi une valeur distincte qui souligne son originalité. Le système de valeurs qui animait Ginji Gobe-la-Lune lorsqu'il commettait ses escroqueries n'était pas fondé sur le profit. Pour le décrire, Inukai emploie le terme « illumination ». Ginji ne fut jamais en quête de profit. En aucun cas on ne peut l'assimiler au naturaliste dont regorgeait le marché noir. En fait, Ginji incarnait l'illumination de la société de l'après-guerre. Il serait ô combien intéressant de savoir dans quelle mesure les paysages que Ginji faisait apparaître à partir d'ersatz de plats étaient conditionnés par son expérience personnelle de la guerre. Toutefois, et comme Inukai l'affirme lui-même, le passé de Ginji s'est abîmé dans les ténèbres de l'histoire et rien ne l'en fera jamais ressortir. Seule sa passion vibrante pour les paysages est avérée et connue. Ceux qui connurent Ginji en témoignent tous. Le portrait de Ginji que nous livre Inukai est à 1000 lieues de l'image d'étendard du mal qui accourt dans notre société. Il faut dire que dès lors qu'on en vient aux écumeurs de Gargotte, on tombe immédiatement dans l'embellissement ou la dramatisation. Mais c'est pour cette même raison qu'aujourd'hui encore, on continue à parler d'eux. Les histoires varient au gré des sources. D'aucuns affirment que Ginji était un vieil échalas décharné, toujours enroulé dans un tissu noir. D'autres prétendent qu'il était vêtu d'une casquette de l'armée dont la visière lui cachait le visage et d'un pardessus de la police militaire. Quant à ses origines, certains croient savoir que Ginji vénérait Shinno et avait atteint un stade d'éveil comparable à celui du moine Saigyo. Selon d'autres encore, Ginji était un agent du bureau d'enquête du réseau ferré de Mandchourie, aujourd'hui démantelé. Toutefois, il n'existe aucun document d'aucune sorte permettant de retracer sa vie avant et pendant la guerre, pas plus qu'il n'existe de sources fiables quant à ses faits et gestes dans l'après-guerre. Inukai affirme « Si je devais dire quoi que ce soit quant à l'identité de Ginji, ce serait qu'à tous les égards, il n'appartient pas à la population de ce pays. » Pour conclure, abordons brièvement ce sujet. Ginji était-il ou non armé? Il existe une hypothèse d'après laquelle Ginji et l'homme surnommé Gin au Mauser n'auraient été qu'une seule et même personne. Pendant l'après-guerre, Gin au Mauser était une figure célèbre pour ses participations à des guerres de gangs dont l'ampleur forçait parfois le quartier général des forces d'occupation à intervenir. L'arme de poing qu'utilisait cet homme était un Mauser Military 96. Un élément qui pourrait donner du poids à l'hypothèse selon laquelle Ginji aurait été un bandit mandchou. Néanmoins, cette théorie ne résiste pas à la confrontation avec le fait suivant. À cette époque, nombreux étaient les civils qui portaient une arme. C'est pour cette raison qu'aujourd'hui encore, cette théorie ne remporte l'assentiment que de quelques personnes. La philosophie d'après-guerre des paysages surgissants d'ersatz, baptisée illumination par Inukai, influença indiscutablement les pratiques des écumeurs de Gargotte telles qu'ils allaient les mettre en œuvre dans le contexte de la généralisation de la restauration rapide. Avec le redressement de l'économie, le marché noir disparut et céda la place à un tout autre paysage, bien différent de tout ce qu'aurait pu imaginer Ginji. L'illumination de Ginji devint l'apanage d'une femme, incroyable écumeuse de Gargotte, dont les escroqueries à la dimension bien plus offensive que celle de son prédécesseur constituaient un véritable manifeste.